encore une fois présents au débat que nous organisons à Fonds Citoyenne depuis le mois de septembre. Nous avons le plaisir d'inviter ici, mais c'est une voisine, Madame Baquet, puisqu'elle enseigne à l'Université Paris-Ouest, qui est vraiment une des personnes qui permet vraiment d'avancer sur la pensée pour nous. Donc, Essaouda va présenter sa biographie et Racine va présenter quelques idées qu'il a tirées de ses écrits. Vas-y. Bonsoir à tous. Alors, je présente la biographie de Marie-Hélène. Alors, c'est une enseignante-chercheuse en sociologie et urbanisme. C'est une professeure à l'université Paris-Ouest à Nanterre-La Défense. C'est également une directrice du laboratoire Mosaïque. Après une formation initiale d'architecte et urbanisme et une expérience professionnelle de plus de 10 années comme ingénieure en chef de la fonction publique, territoire et directrice d'études dans les bureaux d'études en habitat et urbanisme, Marie-Hélène Baquet a soutenu une thèse d'études urbaines à l'EHESS sous la direction de Marcel Boccaiolo en 1994, puis son habilitation à diriger des recherches en 2003. Elle est habilitée en aménagement et urbanisme, en sociologie. Elle a été maître assistante à l'école d'architectes de Rennes en 1994 et en 1997. Maître de conférence à l'Institut français. Merci, Messa. Donc, je vais vous présenter le rapport de Madame Marie-Hélène Baquet. Donc, ce rapport se nomme Citoyenneté, pouvoir d'agir dans les quartiers populaires. Donc, dans ce rapport, Madame Baquet fait un bilan sur la politique de la ville et elle fait des propositions pour pallier aux problèmes de celle-ci. Un des problèmes majeurs des différentes réunions qu'il peut y avoir dans les communes, c'est que c'est toujours les mêmes personnes qui viennent aux réunions, donc c'est pas tous les problèmes en fait qui sont énoncés. Il y a des problèmes qui ne sont pas énoncés parce que les personnes qui les subissent sont tout simplement pas présentes, comme les jeunes ou les personnes en situation plus précaire. Et l'enjeu transversal de ces différentes propositions, c'est de donner une meilleure image des quartiers populaires. Aujourd'hui, à cause des médias, on voit ça beaucoup comme des ghettos où l'insécurité règne, avec surtout ces jours-ci avec les problèmes d'islamophobie et tout ça. Et en fait, ces différentes propositions permettraient de montrer qu'en fait, dans les quartiers, il y a aussi la réussite, il y a aussi l'espoir, il y a aussi la volonté d'évoluer en collectivité. J'espère qu'il y a beaucoup de choses à ajouter. Donc voilà. Une très bonne synthèse. J'ai beaucoup travaillé dessus. Ça se voit. Franchement, c'est la fin. Bien, écoutez, voilà, le débat, Madame Baquet va présenter son travail, etc., les actualités aussi autour de ça. Et puis, on aura un court temps d'échange, quelques questions, etc. Et puis après, comme d'habitude, je propose un repas partagé avec des pizzas que nous irons chercher dans une petite heure. Comme d'habitude. Merci. Merci à vous. Je sors mon portable parce que j'ai pas le temps. Ça va être trop long. Merci à vous de m'avoir invité à discuter. Je vais revenir un peu sur mes travaux et sur effectivement sur le rapport que j'ai rédigé. Alors, je ne l'ai pas rédigé seul, je l'ai rédigé en collaboration avec Mohamed Nechmash, qui est l'un des fondateurs du collectif Assez le Feu, qui a été créé en 2005 dans la ville de Clichy-sous-Bois après les révoltes de banlieue, et je crois que ça
aujourd'hui une actualité, puisqu'on est 10 ans après ces révoltes. Et quand on fait le bilan de 10 ans de politique publique dans les quartiers populaires, il est assez mince, malheureusement. Donc, je reviendrai là-dessus. Donc, je voulais revenir un peu donc, sur les travaux sur les quartiers populaires. J'ai centré depuis maintenant 30 ans mes recherches sur ce thème-là, et aussi sur la démocratie participative. Et je vous expliquerai pourquoi, pour moi, les deux questions sont étroitement liées. Donc j'ai travaillé beaucoup sur les quartiers populaires, en particulier ceux de la banlieue rouge, de l'ancienne banlieue rouge, sur les politiques qui sont mises en œuvre dans ces quartiers, mais aussi sur les quartiers populaires aux États-Unis, notamment à Boston, et également au Canada, à Montréal. Et ce qui m'a intéressé, c'est de mettre en perspective les formes de mobilisation dans ces quartiers, et celles qui existent en France, et puis les politiques publiques dans ces quartiers, et celles qui existent en France. D'où l'importation de termes que je ne sais pas traduire et que personne ne sait traduire, comme le terme empowerment, que certains traduisent par pouvoir d'agir. Alors, tout d'abord, je parle de quartier populaire, et c'est important. C'est un choix à la fois sociologique et un choix politique. Je ne parle pas de quartiers défavorisés ou de quartiers qui cumuleraient des handicaps, comme on en parle beaucoup dans la politique de la ville, ou de quartiers d'exclusion. Voilà, ce qui me semble une façon de les stigmatiser. Je parle de quartier populaire parce que le populaire, ça renvoie d'abord à la notion de peuple, et que ce sont les quartiers où habite le peuple. Les anglo-saxons, ils parlent de quartiers pauvres, ce qui me semble aussi une façon de désigner les quartiers parce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire parce que le fait qu'ils n'ont pas accès à la richesse. Donc populaire, on m'a souvent demandé pourquoi populaire, et quand on a sorti le rapport, on nous a demandé mais qu'est-ce que ça veut dire quartier populaire? Parce que donc, ce sont des quartiers où vivent majoritairement les classes populaires. Et je n'utilise pas non plus le terme quartier ouvrier parce que ce ne sont plus aujourd'hui des quartiers où vit seulement la classe ouvrière, tout simplement parce que, bien sûr, la classe ouvrière existe encore, mais elle s'est beaucoup fragilisée, et le monde populaire s'est beaucoup diversifié. Il est aujourd'hui composé notamment d'employés, mais aussi beaucoup de travailleurs et surtout de travailleuses qui travaillent dans la gestion dans les services, dans la gestion à la personne. Et donc on a donc un grand éclatement de ces classes populaires. On a une recomposition des univers professionnels, et je crois que c'est important de parler aussi de ça, parce que quand on parle de classes populaires, on ne parle pas seulement d'habitants, mais on parle aussi souvent de gens qui travaillent, et cette dimension-là est souvent oubliée. Donc des classes populaires très diverses, et qui, par ailleurs, notamment dans les quartiers populaires de banlieue, eh bien, sont aussi des classes populaires qui sont marquées par une part importante des populations, soit étrangères, soit issues de l'immigration, et aujourd'hui d'ailleurs plus souvent issues de l'immigration que étrangères. Donc les quartiers populaires, ce sont les quartiers où vivent ces populations, et les travaux récents sur la région Île-de-France ont montré que la région Île-de-France, comme d'ailleurs toutes les grandes métropoles, est marquée par une polarisation sociale, par une augmentation de ce qu'on appelle la ségrégation sociale, c'est-à-dire que d'un côté, les quartiers les plus riches, les quartiers bourgeois, sont de plus en plus riches, et de l'autre côté, les quartiers populaires sont de plus en plus pauvres. En tout cas, dans les quartiers populaires, il y a des quartiers qui concentrent des situations de précarité et des situations de pauvreté. Alors, pour autant, en région parisienne, on a aussi beaucoup de quartiers de mixité sociale, avec des confrontations, des cohabitations de groupes sociaux, mais cette polarisation, elle est importante à noter, et elle s'est notamment accentuée au cours des 20 dernières années, parce que notamment les classes les plus aisées possèdent de plus en plus de patrimoine et sont de plus en plus riches. Et je crois que c'est important de le noter, parce qu'on ne peut comprendre l'évolution des quartiers populaires que dans ce grand paysage, voilà, que je rappelle ici de façon très schématique. Mais ce que montre aussi l'évolution du peuplement de la région parisienne, c'est qu'il y a aussi une augmentation de la ségrégation des étrangers qui sont de plus en plus concentrés dans un certain nombre de quartiers. Alors, on n'a malheureusement pas en France la possibilité de faire des statistiques sur les origines
les origines des habitants, mais une enquête récente conduite par l'INED montre que, il y a aussi concentration des populations d'origine étrangère et que dans certains quartiers, elles représentent plus de 60 voire 70% de la population. Et ça me semble important de le souligner. De le souligner parce que, j'y reviendrai tout à l'heure, ça implique un certain nombre de choses, notamment sur la façon dont la société regarde ces quartiers et regarde ces populations. On le voit en particulier dans la période récente. Donc ces quartiers populaires sont des quartiers qui rassemblent une population issue d'immigration et bien souvent de ce qu'on peut appeler l'immigration post-coloniale, donc avec une histoire avec la France, qui est une histoire, je reviendrai aussi sans doute tout à l'heure, sur laquelle on a encore peu travaillé dans la société française. Alors pour autant, ces quartiers, ce ne sont pas des ghettos. Ils ne sont, à mon avis, pas comparables avec les quartiers, les ghettos nord-américains, qui sont des quartiers où les sociologues américains définissent des ghettos comme des quartiers où il y a plus de 60% de population d'origine, de population noire, pardon, pas d'origine noire, mais de population noire. Ce sont des quartiers qui sont souvent des quartiers beaucoup plus petits que les ghettos nord-américains, alors même s'il y a une population d'origine étrangère, c'est une population d'origine très diverse, avec des histoires de peuplement très diverses. Et puis surtout, ce sont des quartiers où la puissance publique est encore présente, si on peut penser parfois qu'elle pourrait être présente autrement, mais elle est encore très présente. Il y a des services publics dans ces quartiers-là. Et je vous donnerai juste une anecdote. J'ai fait un travail dans le quartier des mineurs, à la prison de Nanterre, avec des jeunes à qui je présentais une série américaine qui s'appelle The Wire, que si vous n'avez pas vu, je ne suis pas une fanade des séries, mais c'est une superbe série, un vrai documentaire sociologique sur les ghettos noirs de Baltimore. Et ces jeunes m'ont dit, quand j'ai commencé à leur montrer la série, ah oui, mais nous, de toute façon, on n'habite pas dans un ghetto. C'est pas un ghetto chez nous. Et une des premières réactions d'un des jeunes, ça a été de me dire, oh bah il y a trop de noirs en Amérique. Voilà. Et donc, du point de vue même de ces jeunes, eh bien, il y a un décalage quand même très fort avec ces quartiers nord-américains, voilà, qui reviennent pourtant souvent comme élément de comparaison avec les quartiers français. Pour autant, les questions de la discrimination et les questions de la reconnaissance me semblent être aujourd'hui devenues des questions majeures dans les quartiers populaires. Question de la reconnaissance ou même de l'existence qui était posée dans les révoltes de 2005 par les jeunes qui brûlaient des voitures. Or, il me semble qu'en France, il y a une grande inertie sur ces questions-là, voire un recul sur la façon dont on aborde la question de la discrimination dans la période récente. En 2005, après les révoltes, on a créé la HALD, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, qui donc était une autorité administrative indépendante chargée d'intervenir sur ces questions-là, et qui a été dissoute en 2011 et remplacée par ce qu'on appelle les défenseurs du droit, une organisation beaucoup plus large, mais qui prend beaucoup moins en charge directement la question de la discrimination. Sur la question de la discrimination, on a aussi très peu avancé sur la question des CVR, par exemple, qui restent encore à l'état de proposition. Et surtout dans les discours politiques, eh bien, même si en 2005 cette question était très forte dans les débats publics, eh bien, on peut dire qu'elle a été récupérée, transformée dans les débats publics, en particulier par la droite, et que la notion de diversité a été largement utilisée, mobilisée par la droite. Or, la notion qui dit diversité ne dit pas discrimination. La notion de diversité, elle renvoie au fait qu'il y aurait un statut d'altérité permanente, c'est-à-dire que les gens seraient, parce qu'ils sont issus de l'immigration, de façon permanente, seraient différents et seraient renvoyés à une identité qui serait une identité liée à leurs origines. C'est totalement différent, on peut parler de discrimination. Et cette notion de diversité, finalement, elle fonctionne dans les politiques publiques comme un statut dérogatoire. Et c'est Vincent Gesser, qui est un chercheur qui a beaucoup travaillé sur ces questions,
qui finalement montrait que cette notion de diversité, elle a connu en France son apogée politique et surtout médiatique, au moment même où les discriminations ethniques n'avaient jamais été aussi criantes dans la société française et aussi dans les partis politiques. Donc il montrait dans ses travaux que finalement l'enthousiasme pour cette notion de diversité n'a entraîné aucun recul des discriminations en politique et plus largement dans la société française. Et il me semble que cette question de la discrimination renvoie à la question des droits, alors que la notion de diversité renvoie à la notion d'identité, et ce sont deux approches totalement différentes. Donc j'insiste là-dessus parce qu'il me semble que cette question est aujourd'hui fondamentale et qu'elle ressort aujourd'hui encore dans les débats, par exemple, sur le projet de déchéance de nationalité qui repose encore une fois cette question de différence dans les citoyens français. Alors, au-delà de cette question de discrimination, comment ont bougé les quartiers populaires depuis 30 ans? Alors, je vais vous donner un certain nombre d'éléments qui sont sans doute loin d'être des scoops. Il me semble que d'abord, ces quartiers populaires, ils sont touchés comme l'ensemble de la société parce que certains sociologues, certains politologues appellent la crise du politique. Crise du politique qu'on pourrait définir de façon très diverse. Alors, cette crise du politique, elle se manifeste comment? D'abord, tout à l'heure, vous avez souri quand j'ai parlé de banlieue rouge, parce que, effectivement, on peut dire que le communisme municipal, dans cette banlieue rouge, a volé en éclats, et qu'il n'en reste aujourd'hui que des fragments. Alors, c'était quoi le communisme municipal? Eh bien, c'était l'articulation entre une identité sociale, celle du monde ouvrier, une identité politique, celle du Parti communiste, et puis un ancrage local. Et on peut dire qu'il y a des articulations entre ces trois dimensions. Avec le communisme municipal, lié à l'histoire politique française, mais aussi à l'histoire internationale, eh bien, ce qui a disparu, c'est aussi tout un ensemble de formes d'encadrement qui existaient dans les municipalités et qui faisaient que des jeunes, notamment, étaient encadrés, formés, que leur avenir était vu comme étant un avenir dans la classe ouvrière, ou voire un avenir de promotion sociale, et que par exemple, s'il a pu exister des blousons noirs dans certaines banlieues, ou même dans Paris, eh bien, ces blousons noirs étaient ensuite réintégrés dans un parcours. J'ai rencontré un député communiste qui avait été un blouson noir notoire dans sa ville, donc voilà, il y avait une forme d'encadrement et d'encadrement à la fois social et à la fois politique. Donc ça c'est le premier point. Mais ce qui marque aussi la crise du politique dans ces quartiers, c'est une grande déception politique des classes populaires, déception politique en particulier dans la période récente par rapport à des promesses non tenues. Et dans le Tour de France que j'ai pu faire avec Mme Bachmann, les promesses non tenues, en particulier le droit de vote des populations étrangères, la proposition de récépissé pour les contrôles d'identité. Voilà, tout ça, c'est des propositions qui ont fait qu'une partie de l'électorat des classes populaires avait voté encore aux dernières élections présidentielles à gauche, mais qui a aujourd'hui une grande déception vis-à-vis des partis de gauche et pas seulement du Parti socialiste. Il y a quelques années, un an avant les révoltes de 2005, un de mes collègues qui s'appelle Olivier Masclé avait sorti un ouvrage qui s'appelait « La gauche sollicitée, un rendez-vous manqué », qui s'appuyait sur une enquête de long terme à Gennevilliers, où il montrait que les populations issues de l'immigration se trouvaient, y compris dans les municipalités de gauche, dans les municipalités communistes, s'affronter à un espèce de plafond de verre quand elles voulaient prendre des responsabilités à l'intérieur de ces municipalités et dans l'appareil municipal. Dans beaucoup de villes, à droite, mais aussi parfois à gauche, il faut bien dire que les politiques municipales, notamment en direction des populations issues de l'immigration, sont souvent marquées de clientélisme. On a développé dans les années 80-90 ce qu'on a appelé la politique des grands frères. Et c'est
c'est aussi un des points, un des résultats du travail qu'on a fait avec Mohamed Meshmach, de mesurer à quel point les associations sont souvent prises dans ce réseau clientéliste. Et puis, il y a ce plafond de verre qui fait que, par exemple, aujourd'hui, il existe en France un seul maire issu de l'immigration maghrébine, c'est le maire de Stein, maire front de gauche, mais c'est le seul maire dans un département, le département de la Seine-Saint-Denis, qui est aujourd'hui largement peuplé de populations qu'on peut appeler des populations qui appartiennent à des minorités visibles. Alors, je suis en train de faire une enquête sur cette question-là en Seine-Saint-Denis qui montre qu'en même temps, il y a du changement. Quand on regarde, par exemple, qui sont les élus municipaux sur l'ensemble des villes de la Seine-Saint-Denis de 2001 à aujourd'hui, on voit qu'en 2001, on avait 10% d'élus municipaux qui étaient élus de ce qu'on peut appeler des minorités visibles. En 2008, il y en avait 20%, et en 2014, donc les dernières élections, il y en a 30%. Mais avec quand même un plafond sur les élus qui font partie véritablement de l'exécutif. Donc il y a là, il me semble, un véritable enjeu. Alors du point de vue électoral, cet enjeu, il se traduit comment? Eh bien, cet enjeu politique, il se traduit par des taux d'abstention qui explosent. Quand on regarde les résultats des dernières élections, 70% d'abstention dans certains quartiers populaires. Il se traduit par l'émergence, par contre, de listes, ce qu'on appelle des listes citoyennes, qui sont des listes hors parti, qui se sont développées notamment en 2008 et en 2014 aux élections municipales, avec des stratégies qui sont des stratégies très très différentes, certaines faisant alliance avec des listes de gauche, dont d'autres comme à Bobigny, à Blomény, à Saint-Ouen, à Seine-Saint-Denis, ayant contribué à faire basculer des villes de gauche vers des majorités de droite. Et donc on peut dire qu'aujourd'hui, du point de vue électoral, eh bien, si on a longtemps considéré que le vote des classes populaires, et en particulier des classes populaires issues d'immigration, était un vote qui était acquis à la gauche, on en est aujourd'hui loin de ce constat. Pour autant, les quartiers populaires ne sont pas des quartiers, des déserts politiques. Ce sont des quartiers qui ont une longue histoire de lutte politique et une histoire qui s'inscrit dans un héritage pluriel en faisant une série d'entretiens avec des militants associatifs dans ces quartiers-là, avec de jeunes élus. J'ai été frappée par la multiplicité des références et des héritages politiques de ces jeunes. Il y a bien sûr l'héritage des luttes de l'immigration que vous avez connues à Nanterre et qui ont été importantes, par exemple autour du Bougonville. Il y a aussi l'héritage, bien sûr, du mouvement ouvrier, et notamment la première génération des luttes de Talbot en 82-83, qui étaient des luttes qui posaient la question de la dignité des OS, et c'était majoritairement des OS étrangers, ou issus de l'immigration. Il y a eu les luttes pour l'égalité, contre le racisme. On a fêté il y a 2 ans les 30 ans de la marche pour l'égalité contre le racisme, la marche de 1983, qui a été suivie d'un ensemble de mouvements comme le mouvement Migration banlieue, le mouvement Convergence, le mouvement contre la double peine. Tout ça sont des mouvements qui ont marqué la vie des quartiers populaires. Il y a eu les révoltes de 2005 qui ont été suivies par la floraison d'un ensemble de mouvements, alors qui ne sont pas forcément très connus, qui sont restés quelquefois très localisés, comme Assez-le-Feu, mais Assez-le-Feu qui, après les révoltes de 2005, a organisé un tour de France pour faire remplir des cahiers de doléances qui ont été déposés au président de la République. Le collectif Stop contre le faciès, qui s'est mobilisé contre le fait que les jeunes issus de l'immigration sont en permanence harcelés par la police, le collectif contre la microphobie, le collectif Émergence, avec des tentatives de regroupement de ces associations, dont le Forum social des quartiers populaires, qui s'était d'ailleurs réuni à Nanterre, qui avait été accueilli par la ville de Nanterre et qui a été dissous en 2013. Et puis plus récemment, la coordination nationale des quartiers populaires, la coordination Passons-nous, qui a été créée à la suite du rapport que j'ai rendu avec Mohamed Meshmach et qui
constitue la tentative de créer ce qu'on pourrait appeler un syndicat des quartiers populaires, avec la tentative de faire une alliance entre différentes forces, à la fois des petites associations, à la fois certains mouvements d'éducation populaire, des intellectuels et des chercheurs. Mais on voit bien que voilà, s'il y a tout un ensemble de mouvements, d'organisations, même d'associations qui se mobilisent sur les questions de réussite scolaire, sur les questions de discrimination, sur les questions d'aménagement, il y a en même temps il y a une difficulté à voir émerger ce qu'on pourrait appeler un mouvement social, un mouvement social structuré, organisé, axé vers un projet de transformation sociale. Alors tout ça, ça m'amène à souligner l'enjeu que représente précisément dans ce quartier la question du renouvellement de la démocratie, enjeu qui dépasse bien sûr les quartiers populaires, mais qui s'y pose de manière particulièrement forte. Et il me semble que le bilan, le constat que je viens de faire très rapidement, appelle aujourd'hui à réfléchir à la façon dont on peut réinventer, à partir et en s'appuyant de ces quartiers et de ces classes sociales, eh bien, un jeu démocratique, la façon de reconstruire un récit et un projet collectif. Mais récits et projets collectifs qui ne peuvent se construire, à mon sens, que par les citoyens, qu'en acceptant le conflit, qu'en posant les enjeux de pouvoir. Je vais revenir sur ces différents termes. C'est aussi une des leçons de mes recherches en Amérique du Nord, où j'ai pu observer la capacité des citoyens, dans certains contextes, à se faire entendre, à construire des contre-pouvoirs, à construire des collectifs qui, bien sûr, sont loin d'être des modèles. Et je ne prendrai pas le contexte américain comme un modèle sur lequel il faudrait se coller, mais il me semble qu'on peut en tirer un certain nombre d'idées, un certain nombre de démarches, et en particulier donc ces démarches que j'ai consacré un livre à ces démarches-là, les démarches qu'on appelle des démarches d'empowerment ou des démarches de pouvoir d'agir, qui visent à redonner du pouvoir aux citoyens et à s'appuyer sur leur capacité d'action pour à la fois conduire des projets au niveau local, mais pour construire aussi un projet politique plus large. Ce qu'on peut tirer de ces expériences nord-américaines, c'est d'abord la confiance accordée aux citoyens. Le fait que les pouvoirs publics pensent que les citoyens ont une capacité à s'organiser et leur laissent un espace pour s'organiser. Donc le fait que les politiques publiques ne consistent pas à encadrer les citoyens, mais au contraire à leur donner des capacités de développer des projets. C'est aussi une réflexion sur le pouvoir et la façon dont le pouvoir traverse toutes les formes d'organisation politique, le pouvoir dans ses différentes formes. Parce qu'en France, quand on parle de pouvoir, on parle souvent simplement du pouvoir sûr, mais il existe aussi ce que notamment les féministes ont beaucoup travaillé, c'est-à-dire le pouvoir de faire et le pouvoir de faire avec, donc la force d'un pouvoir collectif. Et puis aussi, ce qu'on peut retirer de ces expériences nord-américaines, c'est la reconnaissance des expressions collectives sans taxer immédiatement ces expressions collectives de communautarisme. Il y a un mot qui est un mot tabou en France, c'est le mot communauté, et que je ne traduis pas d'ailleurs moi-même dans mes travaux, parce que dès que j'utilise le mot communauté, on me dit « Ah, communautarisme ». Non, communauté, c'est ce que les Québécois traduisent d'ailleurs plus souvent par collectif. Donc c'est des collectifs qui peuvent être constitués à partir de différentes logiques. Mais la société française a du mal à reconnaître qu'entre l'État et l'individu, il existe des collectifs. Et que la société sortante, ça renvoie aussi à un certain nombre de travaux philosophiques, notamment les travaux d'une philosophe nord-américaine qui s'appelle Nancy Fraser, qui a beaucoup travaillé sur la démocratie, et qui explique que pour qu'existe un espace public de débat, un espace public démocratique, il faut aussi que puisse exister ce qu'elle appelle des espaces publics subalternes, c'est-à-dire des espaces publics où les gens puissent travailler en collectif, en communauté. Un exemple, le mouvement des femmes, dans les années 70, a mis en avant que pour que les femmes puissent contester, puissent construire une parole publique, il fallait qu'elles puissent avoir leurs propres espaces, où elles puissent ensemble analyser leur situation de position en tant que femmes. Eh bien, je crois que ça peut être vrai aussi pour d'autres collectifs, que
d'origine, que ce soit des collectifs éventuellement même religieux, et je sais que ça pose un certain nombre de débats, mais qui me semble important à aborder dans la société française. Alors, ces conceptions un peu générales, eh bien, je les ai mises en application quand j'ai travaillé avec Mohamed Nechmash à l'élaboration d'un rapport dont tu nous as très bien parlé, voilà, et qu'il a très bien présenté. Donc en 2013, le ministre de la Ville, François Lamy, nous a demandé à Mohamed et à moi de faire un rapport sur la participation dans la politique de la ville. Alors, on a été assez étonnés que le ministre s'adresse à nous, on a beaucoup hésité, et puis on s'est dit, ben voilà, il y a une porte ouverte, on y va, même si on n'était pas totalement confiant de ce qu'il allait advenir de nos propositions. Et donc on a construit une démarche collaborative pour travailler sur ce rapport. Alors d'abord on a mis en place une commission dans laquelle Gérard participait, qui comprenait des élus et qui comprenait aussi beaucoup de membres associatifs, en particulier de petites associations qui ont rarement la parole. Il y avait des professionnels, il y avait des universitaires. Et la commission a travaillé pendant 6 mois. On a fait un tour de France avec Mohamed, on a rencontré environ 400 personnes dans ce tour de France. Là aussi, on a été voir des associations qui n'avaient pas la parole. Et puis surtout, on a organisé ce qu'on a appelé une conférence de citoyens, où on a invité 120 responsables associatifs ou responsables de collectifs à venir discuter avec nous de ce qu'on allait mettre dans ce rapport. On a mis le rapport en discussion de façon à mettre en œuvre nous-mêmes ce qu'on préconisait, c'est-à-dire la co-construction. Parce qu'il nous semble que les citoyens sont tout à fait en capacité de co-construire des politiques publiques et que ces politiques publiques peuvent être mises en dialogue. Et d'ailleurs, la nature des débats qu'on a eu pendant 2 jours avec des citoyens montre tout à fait cette capacité des citoyens à faire des propositions. Alors, je ne vais pas vous raconter tout le... Je ne sais pas combien de temps il me reste. Ça va. Je ne vais pas vous raconter tout le rapport, mais simplement vous dire que, eh bien, pour nous, bien sûr, la participation, il a fallu d'abord la définir, parce que la participation, c'est un mot qui est aujourd'hui beaucoup galvaudé, qui est utilisé dans des contextes très différents, et bien souvent, quand on dit qu'on fait de la participation, on ne fait que de l'information. Donc, pour nous, on a bien précisé que la participation, ça n'était pas non plus un moyen d'accompagner la disparition des moyens dans les politiques publiques, mais au contraire, c'était de co-élaborer, c'était de co-construire, c'était de co-décider ensemble sur l'ensemble, sur les mesures à prendre, sur la gestion de la ville, sur la gestion de la société. Et qu'une politique de participation ne pouvait s'appuyer que sur le pouvoir d'agir, sur la reconnaissance des collectifs, et donc en donnant une véritable place aux citoyens et en s'appuyant sur un véritable débat avec les citoyens. Et que bien sûr, qui disait participation, eh bien, disait aussi une réflexion plus large sur le fonctionnement politique et institutionnel, parce qu'aujourd'hui, on a un fonctionnement politique et institutionnel qui fait que, d'une certaine façon, le pouvoir est concentré entre très peu de mains. Et quand on regarde l'Assemblée nationale, par exemple, elle n'a jamais été aussi homogène sociologiquement qu'elle ne l'est aujourd'hui. Dans les années 60, la représentation du Parti communiste a faisait qu'il y avait des ouvriers à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de classes populaires à l'Assemblée nationale. Donc, bien sûr, on ne saurait travailler sur la participation en laissant le système institutionnel tel qu'il est. Et l'enjeu, c'est à la fois de travailler sur une participation issue des habitants, issue des citoyens, et à la fois, bien sûr, de transformer le système institutionnel, mais je ne développerai pas cette dimension-là. Donc, s'appuyer sur le pouvoir d'agir, sur la capacité d'intervention des citoyens, faire en sorte que puisse exister ce qu'on a appris dans le rapport et qui très souvent fait sauter les élus, ce qu'on a appelé des contre-pouvoirs. Alors, contre-pouvoirs, pas seulement pris dans le sens de contre, mais on pourrait dire dans le double sens de contre, c'est-à-dire contre, ça peut être parfois en opposition, mais c'est aussi contre tout contre. Donc les contre-pouvoirs, c'est aussi des pouvoirs de proposition. Et il nous semble qu'une société démocratique ne peut exister que
s'il y a du conflit et que s'il y a des contre-pouvoirs, et qu'aujourd'hui, il y a un grand enjeu en France à faire en sorte que ces contre-pouvoirs puissent se structurer, puissent vivre, puissent trouver des moyens d'expression. Donc notre rapport, il va dans ces directions. Comme ça a été dit tout à l'heure, nous avons dégagé 5 grands enjeux. Le premier, donc, c'était comment est-ce qu'on peut appuyer le développement du pouvoir d'agir, parce que bien sûr, la puissance publique, les élus, ne peuvent pas décider qu'il va y avoir du pouvoir d'agir. Simplement, ce qu'ils peuvent faire, par contre, c'est essayer de ne pas l'écraser, comme ça se fait dans bien d'endroits, et faire en sorte que l'initiative citoyenne soit appuyée et soit aidée. L'autre enjeu, c'était, et donc pour cela, ça veut dire des moyens pour la vie démocratique. L'autre enjeu, ça a été dit tout à l'heure, c'était mettre les citoyens au cœur des services publics, et ça a été très bien expliqué. Comment faire en sorte que les services publics soient vraiment des services au public, et c'est-à-dire qu'ils s'adaptent à la demande des citoyens. Et donc là, on peut prendre deux exemples, qui sont par exemple la question de l'école, qui est une question majeure aujourd'hui dans les quartiers populaires. Donc comment faire en sorte que l'école elle soit ouverte aux parents et que la question de la réussite scolaire soit co-construite avec les parents. Il y a de ce point de vue, par exemple, les expériences d'Atelier Carmonde qui sont assez extraordinaires, où Atelier Carmonde, par son travail avec tout le chantier collectif autour d'Atelier Carmonde, tout le chantier collectif, arrive à ramener des parents, à travailler avec les parents sur cette question de la réussite. Mais il y a aussi la question... Mais ça va commencer le chantier sur notre association prochainement. D'accord. Et il y a aussi la question de la police, qui est sans doute le service public le plus contesté dans les quartiers populaires. Il y a vraiment un travail à faire sur les rapports entre la police et la population, pour faire en sorte que la police soit une police de paix, une police qui fasse un travail de gardien de la paix, une police au service des citoyens, et non pas uniquement une police répressive. Alors, pour vous redonner un exemple nord-américain, il existe dans certaines villes américaines ce qu'on a des moments de discussion entre la police et la population, où la police vient rendre des comptes, parce que la police est un service public. Elle vient rendre des comptes à la population en expliquant comment elle a travaillé au cours du mois dernier sur les questions posées dans le quartier. Imaginez cette configuration où la police pourrait rencontrer et travailler avec les habitants des quartiers. Eh bien, ça changerait quand même singulièrement les relations qu'elle entretient avec notamment les jeunes du quartier, mais pas seulement les jeunes. On l'a vu notamment dans les incidents récents qu'il y a pu y avoir à Pantin, par exemple, il n'y a pas longtemps. L'autre enjeu, c'est la démocratisation de la politique de la ville. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire en sorte que les citoyens soient co-constructeurs de cette politique et donc qu'ils soient présents dans toutes les instances de décision de la politique de la ville. Présents de façon significative, c'est-à-dire que ce n'est pas le pauvre qui ne pourra rien dire parce qu'il est tout seul dans une réunion de 30 personnes, mais présent de façon significative, c'est-à-dire qu'il représente au moins 30% des instances de décision. Notre objectif, ça a été dit tout à l'heure, c'est changer les images du quartier, je ne reviendrai pas, et puis accompagner tout ça par des démarches de co-formation. Alors, je ne vais pas revenir sur l'ensemble des 30 propositions, je vais simplement en développer 2, parce qu'elles me semblent particulièrement importantes. La première, c'est ce qu'on avait appelé dans le rapport la création d'un fonds pour une démocratie d'interpellation. Nous avons depuis organisé une conférence de consensus. Nous avons invité des élus, des intellectuels, des journalistes, des associations à venir discuter et travailler avec nous cette proposition, et on l'a retravaillée, on l'a améliorée. Et donc on propose aujourd'hui ce qu'on appelle, donc, plus un fonds d'interpellation, mais un fonds pour une démocratie d'initiative citoyenne. Alors ça veut dire quoi? En France, comme dans la majorité des pays aujourd'hui, on a une démocratie représentative dont on a vu qu'elle est aujourd'hui largement malade. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut la remettre en cause, mais ce qui veut dire qu'il faut la revivifier. Mais ceci dit, elle est malade. On a des initiatives de démocratie participative, mais qui restent des initiatives qui sont quasiment toujours initiées par les institutions, par les municipalités, les organismes HLM, etc.
sont intéressantes, mais qui restent initiées par les pouvoirs publics. Il nous semble que si on veut vraiment développer de nouvelles formes de démocratie, eh bien, il faut aussi que de nouveaux dispositifs, de nouvelles démarches soient mises en place par les citoyens eux-mêmes. Et pour ça, eh bien, il faut des financements. Et donc, nous proposons, puisque nous savons que nous sommes dans une période où les financements sont rares, nous proposons de prélever 5% du financement de la démocratie représentative pour financer cette démocratie participative en mettant en place une instance qui serait une instance co-dirigée par des responsables associatifs pour approuver le fonctionnement démocratique, mais avec un fonctionnement qui fasse en sorte que les gens ne s'installent pas dans les instances de direction, qu'ils y restent 2 à 4 ans, qu'il y ait une représentation, et que cette instance soit une instance qui finance des expériences démocratiques portées par les citoyens. Alors, c'est quoi les expériences démocratiques? Eh bien, ça peut être des citoyens qui veulent monter, qui sont inquiets par le projet de rénovation urbaine qui est monté par la municipalité, qui veulent avoir les moyens de faire une contre-expertise et de faire un contre-projet. Ça peut être des citoyens qui veulent lancer un débat et une consultation nationale, par exemple, ou locale, sur les questions de la discrimination. C'est aussi les lanceurs d'alerte qui sont aujourd'hui, qui jouent un rôle majeur dans le fonctionnement politique. Alors cette proposition, elle est aujourd'hui reprise par beaucoup d'associations. Quand on a tenu notre conférence de consensus était présidée par la présidente du Secours catholique, Véronique Fayet, qui a été longtemps maire adjointe à la mairie de Bordeaux, donc qui n'est pas une gauchiste invétérée, mais qui est quelqu'un qui pense qu'aujourd'hui il y a un problème dans la démocratie dans notre pays et qu'il faut renouveler le fonctionnement. Et donc, voilà, nous allons lancer, avec la coordination Passons-nous, nous allons lancer une campagne autour de cette proposition, parce qu'il nous semble qu'elle est aujourd'hui essentielle. Alors, il existe ce type de fonds dans d'autres pays. Il existe un fonds du même ordre en Toscane, par exemple. Au Québec, il existe ce qu'on appelle un fonds pour les défenses des droits. Et par exemple, j'ai pu rencontrer dans un quartier de Montréal une association, un collectif d'habitants qui avait les moyens de payer un coordonnateur pour l'association. Et cette association, elle travaille sur quoi? Elle travaille contre la gentrification du quartier. Imaginez voilà, des citoyens, je ne sais pas, à la Goutte d'Or, à Paris, qui s'organisent contre la gentrification du quartier et à qui on donne les moyens pour s'organiser contre la gentrification du quartier. Voilà. Ça renouvellerait quand même singulièrement le jeu politique et le fonctionnement démocratique local. Donc ça, c'est une proposition qu'on met en avant et qui me semble assez importante. L'autre proposition, et puis je m'arrêterai là, l'autre proposition, c'est qui renvoie à cette idée d'espace public subalterne dont je parlais tout à l'heure, c'est l'idée que bien, pour que les citoyens puissent s'exprimer, il faut qu'ils aient des espaces publics, des espaces collectifs. Et que pour que ces espaces collectifs fonctionnent, là aussi, il faut des moyens. Et on sait, là encore une fois, on a beaucoup utilisé l'exemple québécois, où il existe en particulier à Montréal ce qu'on appelle des tables de quartier. Alors qu'est-ce que c'est les tables de quartier? Ce sont des associations, des habitants qui se réunissent pour créer un collectif dans un quartier, mais un collectif qui a des moyens. Chaque table de quartier à Montréal reçoit 100 000 $ pour fonctionner, c'est-à-dire qu'il a les moyens là aussi de payer un coordonnateur qui va animer le travail de la table de quartier. Et donc ce collectif, eh bien, il fait des propositions, il monte des projets, il devient un interlocuteur de la municipalité, mais un interlocuteur indépendant. Alors, il existe 20 tables qui ont chacune des fonctionnements très différents à Montréal. Il y a une expérimentation qui a été lancée en France. Alors, on a obtenu tout juste le financement pour pouvoir lancer 10 tables de quartier, mais avec des tout petits financements, c'est-à-dire qu'on n'a même pas de quoi payer des coordonnateurs dans ces tables de quartier. Mais ça me semble être un enjeu important. Alors, cette proposition, elle a été complètement détournée par le ministre et elle est devenue dans la loi les conseils citoyens qui sont donc obligatoires dans la loi. Nous, ce n'est pas du tout ce qu'on allait proposer parce qu'on a dit au ministre, mais nous, on ne peut pas proposer un dispositif qui sera le même dans tous les quartiers populaires français. Et ce qu'on veut, c'est s'appuyer sur
pouvoir d'agir. Donc, si c'est la puissance publique qui crée les conseils citoyens, on est encore dans un processus d'institutionnalisation. Mais voilà, c'est ce qu'a retenu la loi et c'est ce qu'elle a, et c'est ce qui aujourd'hui est aujourd'hui mis en œuvre. Donc voilà, je vais m'arrêter là et je vais juste conclure en disant que il me semble qu'aujourd'hui, dans les quartiers populaires, il y a trois enjeux articulés. Il y a un enjeu de justice sociale et de redistribution, puisque c'est l'enjeu de l'égalité sociale, notamment pour lutter contre la pauvreté, mais surtout pour mieux répartir les richesses dans notre société. C'est un enjeu très, très large. Mais il y a aussi un enjeu de reconnaissance et de lutte contre la discrimination, qui me semble une question fondamentale. Et puis un troisième enjeu qui est un enjeu démocratique. Et il me semble qu'un projet politique aujourd'hui ne peut s'appuyer que sur ces trois dimensions articulées et qu'elles sont à travailler eh bien, à partir des citoyens. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, écoutez, vous avez beaucoup parlé à la fois de nous, c'est-à-dire des quartiers, de ce que nous sommes ici, de ce que nous essayons de faire à vos citoyennes depuis plusieurs années, de ce que nous n'arrivons pas toujours à faire, hein. Mais voilà, alors, le processus est toujours le même, hein. Vous pouvez parler, on va poser quelques questions, etc., pour des éclaircissements. Après, l'objectif, c'est aussi, on va avoir des pizzas là, qu'on va aller chercher, et qu'on mange ensemble et qu'on discute ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est pas non plus, voilà, il n'y a pas trois personnes qui posent des questions et puis tous les autres qui attendent, quoi. Comme dans beaucoup de débats. Donc ce qu'on veut, c'est vraiment une démarche qui soit aussi où on discute ensemble. On aille vers Marie-Hélène, bien évidemment, mais aussi entre nous, etc. On a quelques élus présents, etc. Enfin voilà, comment concrètement on va pouvoir faire autour de ça. Donc je vous demande des prises de parole plutôt courtes et voilà. Donc le premier, le plus difficile en général, on passe à la deuxième question. Allez-y. Oui, j'ai une question courte. Alors sur un thème qui n'a pas été cité, c'est les référendums locaux. Depuis la loi de 92 sur les collectivités locales, d'ailleurs, nous avions fait attention à cette époque-là, le projet de loi disait les référendums locaux, c'est pour les habitants, mais finalement, ça a été voté pour les citoyens. C'est-à-dire que ça exclut les étrangers. J'ai une seule question. À Nanterre, combien il y a de référendums locaux par an? Je ne pense pas que parce qu'il n'y a personne qui empêche de faire ça. Il n'y a personne qui empêche de faire ça, ni le préfet, ni etc. Il suffit de décider localement de le faire. On vient d'en faire un sur la votation citoyenne sur l'hôpital, cette semaine. Oui, mais je dis combien par an? Si c'est un on en a fait un sur le droit de vote des étrangers plusieurs fois. On l'a repris sur le oui, donc ça, je connais bien. Je suis un des animateurs de votation citoyenne et de toutes les campagnes pour le droit de vote. Mais c'est pas... Non, je parle d'institutions. Je parle d'institutions. Les référendums locaux institués et faits par la mairie. C'est ça que je demande. Bien. Une autre question? D'abord, un grand merci pour votre brillant exposé qui nous éclaire bien, je pense, et notamment vous avez posé l'accent là-dessus que je vais rebondir sur le pouvoir d'agir, parce que c'est ça l'enjeu central des politiques publiques de manière générale et des quartiers populaires, comme vous l'avez si bien dit. Ma question, c'est comment garder le capital, notre capital collectif, de notre en commun dans les quartiers populaires, avec les élus, avec les associations, tout ce qu'on a construit ensemble, comment on peut le préserver dans des phénomènes de reproduction, de rupture. J'en vous cite deux. Quand j'étais petit, je me souviens, en 1973, il y avait un truc à la télé et qui a créé ce que j'appelle
l'insécurité de l'existence. Et ce truc à la télé, il repassait en boucle, c'était, vous voyez, nous, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et c'était d'une violence inouïe. Moi, je me souviens, d'ailleurs, ça a été pris avec les profs. Une d'entre eux m'a dit une fois, c'est à cause des gens de ton espèce qu'on en est là. Et c'est des choses qui restent, voyez-vous. La deuxième rupture, me semble-t-il, c'est celle d'aujourd'hui, avec cette histoire de déchéance. Et cette déchéance me semble d'une violence inouïe, parce qu'elle ramène à cette insécurité. À l'époque, dans les années 70, cette insécurité consistait à dire, mais est-ce qu'on doit devenir français ou pas? Je me rappelle, c'était la question de la possibilité pour les gens de ma génération, est-ce qu'on doit prendre ou pas? Et il y avait une insécurité qui était terrible. Et aujourd'hui, les plus hautes autorités de l'État, ceux-là même qui disent nous allons fabriquer du lien social, nous allons ceci, nous allons cela, eh bien, créent une stratégie d'insécurité de l'existence et justement fracturent le lien social. Et ça, c'est compliqué, parce que moi, j'adhère tout à fait à ce que vous dites sur la question du pouvoir d'agir. Et je crois qu'à Nanterre, nous l'avons un peu construit, même si j'en parlais avec Jacqueline au téléphone, on n'est pas beaucoup. Jacqueline Fraîche, notre députée, pardon, Madame la députée. Et donc je pense qu'on n'est déjà pas beaucoup, en réalité, quand on creuse un peu. Ceux qui font ce type de démarche comme celle de ce soir, finalement, on n'est pas si nombreux. Et la question, c'est vraiment la question, comme disait Foucault, comment défendre la société, comment défendre nos quartiers populaires. Vous avez tout à fait raison. Cette question à l'échange, je vous invite vendredi soir à venir à un débat meeting organisé par la coordination Passons-nous à la bourse du travail à Saint-Denis, où on a convié un ensemble de personnes à venir discuter de ça et surtout voir comment on peut travailler là-dessus dans les quartiers populaires, parce que effectivement, moi, depuis là, je rencontre des responsables associatifs, des habitants qui, pour certains, sont dans la sidération et dont, effectivement, avec une très très grande inquiétude. Et effectivement, c'est une proposition, mais qui s'accompagne aussi, voilà, de toute la montée, ça a été dit tout à l'heure, de l'islamophobie, d'un contexte où on montre les habitants des quartiers populaires, on montre les populations. Les populations d'origine maghrébine, les populations musulmanes, on les monte du doigt en permanence. Donc, effectivement, vous avez raison, il y a une vraie question. Et c'est pour ça, à mon sens, qu'il faut travailler à des espaces publics où ces questions puissent se discuter, et puissent se discuter ensemble. Et où on puisse ensemble eh bien, travailler sur comment est-ce qu'on construit du collectif et comment on le construit dans la diversité. Mais je fais exactement le même constat. Donc venez vendredi soir et venez samedi aux rencontres de Passons-nous, je fais de la pub, à la Halle Pajol dans le 18e. Elles sont ouvertes à tous les habitants des quartiers populaires et à tous les citoyens qui souhaitent participer. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, merci à toutes et à tous d'être venus, et puis en particulier à Marie-Hélène Baquet et puis à toutes ces personnes qui ont organisé ce moment qui est très intéressant. Moi, ce débat, ce sujet, cette question, il me tient à cœur et il me passionne. C'est une question déjà qu'on a déjà traitée à la Gauche citoyenne à plusieurs reprises. Le débat des quartiers populaires et de la politique, le forum des droits, qui ont été très enrichissants. Donc, si vous voulez, ça m'amène logiquement à une question. Quelle perspective par la suite? C'est plutôt d'ordre organisationnel. Quelle dynamique on donne à ce rendez-vous de ce soir? Enfin, peut-être qu'il y en aura d'autres, mais quelle finalité a ce rendez-vous? J'ai une petite idée, mais elle va arriver, je vous la proposer juste après. Dans un second temps, ces quartiers populaires, les problématiques rencontrées, même si elles ne sont pas les mêmes d'un quartier à un autre, d'une ville à une autre, d'un territoire à un autre,
pour beaucoup, elles se ressemblent. Tout ce qui est discrimination, les problèmes d'emploi, de réussite, de logement, de sécurité, de mixité sociale, et puis l'effet qu'il y a ce manque de mixité sociale sur le manque d'ascension sociale dans ces quartiers. Tous ces sujets sont importants, mais pour moi, l'un des sujets que je vais mettre à peu près à la même hauteur, c'est comment on se fait entendre, comment le citoyen va se faire entendre par les institutions, par les pouvoirs publics. La question de mettre le citoyen au cœur des institutions et du pouvoir, le fait de co-construire avec le citoyen, pour moi, c'est une étape qui est très importante pour la suite. Je vais vous dire pourquoi. Je vais prendre un exemple. Pour vous donner illustrer un peu mes propos. Il est toujours difficile en tant que citoyen de se faire entendre. Avec d'autres, en région Île-de-France, on a réussi à s'organiser et à monter une liste citoyenne. Je pense que c'est à cette liste que vous faisiez allusion. La liste d'union citoyenne, c'est un très beau projet monté par des gens divers sur toute la région Île-de-France, et puis au-delà, qui est dans la continuité de ce qui a été fait autour du syndicat des banlieues de la coordination nationale, pas sur nous. Enfin non, dans la même dynamique derrière, parce que justement, ce moment de cette rencontre à Nantes, c'était l'élément déclencheur justement de ce qui a suivi derrière. Ça a permis à des gens divers de se rencontrer. Et pour moi, c'est justement le point où tout part de là. Cette coordination nationale, où Hassan Mani est cofondateur, au même titre que moi et vous, Marie-Hélène, on a proposé une chose intéressante. Et c'est là que je vais faire le lien. Dans cette élection régionale, on a manqué énormément de moyens matériels. On a tous mis un peu d'argent pour justement monter cette liste. Malheureusement, on s'est retrouvé avec le jour J un manque cruel de bulletins de vote. Donc du coup, c'était un peu compliqué de se faire entendre. Mais bon, on ne perd pas espoir, on va continuer par la suite. Au niveau de Nanterre, il y a un mouvement qui s'appelle Nous, qui a été créé au niveau local par des jeunes issus de tous les quartiers de la ville, quasiment. Le but, c'est justement faire émerger ces idées citoyennes et cette participation citoyenne. À côté de ça, il y a des mouvements comme Gauche citoyenne, qui ont fait un travail énorme, justement dans ce sens-là, mais malheureusement qui ne ressemble pas trop à ce que certains jeunes souhaitent de la politique. Et moi, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on peut se rejoindre, on peut travailler ensemble, et il faut les travailler ensemble. À l'image de ce que Roger Martelly, une personnalité qu'on apprécie tous ici, a dit très récemment, autour de son idée d'accompagner les nouvelles générations, car le changement viendra du citoyen et puis de cette nouvelle génération. Je pense qu'il faut que ces personnes qui ont de l'expérience, justement, accompagnent ces jeunes qui veulent s'engager sous des lignes nouvelles, en respectant les héritages d'ici et là, mais en travaillant dans une nouvelle ligne, celle de dire qu'il y a des bonnes idées partout, pas seulement à gauche, il y a des bonnes idées un peu partout. Ouais. Et c'est un peu l'idée. Donc, la question, une autre question que je voulais soulever, c'est pourquoi ce rendez-vous de ce soir, il ne servirait pas aussi à appuyer une des propositions qu'on a faites avec la coordination nationale Passe en Nous, celle de la création d'un fonds pour la démocratie d'initiative citoyenne. Pourquoi on ne ferait pas une sorte de réunion qui dépasserait les frontières de Nanterre, qui justement réunirait, deviendrait lieu de convergence de toutes ces personnes qui ont besoin de ces moyens pour travailler. Parce que nous, en tant que mouvement nantérien local, on a justement des problématiques liées à toutes ces questions-là. Quand on veut faire très prochainement l'état des lieux de la ville, la question des moyens se pose automatiquement. Comment on va faire? Mais on ne perd pas espoir. Mais c'est vrai que ce genre d'outil aurait été vraiment très important pour nous. Donc c'est un peu toutes ces questions que je voulais soulever ce soir. Merci. Alain? Oui, moi j'avais juste une remarque et une question. Ma remarque, c'est pour dire que il y a quand même quelque chose il y a quand même une difficulté qui domine l'ensemble de la problématique de l'état des quartiers populaires et on va dire de l'état de dégradation des quartiers populaires. C'est la question des choix politiques nationaux qui sont faits et qui reste quand même une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de ce débat. C'est-à-dire que, évidemment, on va pas tout est dans tout et on ne va pas parler de tout, mais il y a quand même une question au milieu de tout ça qui est celle des politiques publiques qui sont menées à l'échelle nationale dans ce pays, mais on pourrait dire aussi à l'échelle internationale, à l'échelle européenne, depuis maintenant des décennies. On a là quelque chose qui est lourd, qui pèse lourdement, qui a des conséquences lourdes et qui crée quand même de la désespérance, du fatalisme, du renoncement, de la recherche d'autres voies
et parfois de voix catastrophiques. Il y en a plein. Alors évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas parler de ce sujet-là en tant que tel, mais les quartiers populaires, ils ont subi en tout premier, et les habitants des quartiers populaires, le peuple des quartiers populaires, il a subi ça pendant des décennies. Je prends juste un exemple, et je ne dis pas que vous n'en parlez pas, hein, mais j'insiste là-dessus parce que je crois que des fois on ne prend pas la mesure de la difficulté que ça représente, quoi. Mais il y a des jeunes d'aujourd'hui dans ces quartiers, quelles que soient leurs origines d'ailleurs, parce que même s'il y a des dominantes sur ces origines, il reste quand même des tas d'origines et des tas de diversité dans ces quartiers, moi je le pense profondément, qui ont jamais connu leurs parents travaillant, par exemple. On en est parfois à la 2e ou à la 3e génération où on vit dans autre chose que le travail, quoi. Ou en tout cas que le travail sécurisé et construit. Ou qui ont vécu la fin de cette période du travail pour leurs parents, voire leurs grands-parents, pour ceux qui sont collégiens aujourd'hui, et qui n'ont jamais vu autre chose autour d'eux que ça, avec des taux de chômage dans ces quartiers et des taux de chômage des jeunes dans ces quartiers qui tiennent... Enfin, c'est du délire, quoi. Donc, ça pèse, c'est comme un truc qui pèse sur l'ensemble, quoi. Et donc, il y a quand même une question qui est d'ordre politique. Et moi, je ne voudrais pas qu'on parle, même si on ne va pas inventer ce soir l'issue politique globale, mais je ne voudrais pas qu'on parle de ce sujet-là sans perdre de vue qu'il ne se réglera pas complètement en dehors de ce débat général. Par contre, il peut être un des éléments de la manière de régler ce débat général. Et ça m'amène à ma question, ma critique. Parce que vous disiez qu'il fallait... Je partage bien cette idée que le conflit, quand il est conduit dans un esprit d'être un conflit pour avancer, il est indispensable. Moi, je trouve qu'il y a une contradiction dans la démarche que vous avez eue avec Mohamed Meshmash et dans ce que vous avez travaillé, et dans la manière dont tout ça, vous l'avez finalement produit. Vous dites que d'ailleurs, vous êtes beaucoup interrogé. Je pense que vous n'en êtes pas arrivé, en tout cas, les faits montrent que vous n'en êtes pas forcément arrivé aux bonnes conclusions. Moi, je le ressens comme ça. Et dans votre propos de ce soir, je le ressens encore. Parce que moi, je ressens dans votre propos de ce soir quelque chose qui est du domaine, je le fais court, hein, mais quelque chose qui est donc peut-être un peu caricatural, du domaine de la défiance des politiques et des politiques locaux, des villes, des institutions locales, pour libérer des espaces, libérer la parole et donner des moyens. Vous dites à plusieurs reprises, évidemment, on ne peut pas se demander aux élus de donner leur pouvoir, on ne peut pas demander aux élus de donner des espaces qui ne sont pas à eux, on ne peut pas demander aux élus de se déposséder d'eux. Mais vous avez, vous, finalement, porté un projet à l'échelon national, donc vous êtes allé voir les élus les plus élus, qui ont le plus de pouvoir, qui, de mon point de vue, font le moins en la matière, et ils ont fait quoi de votre projet et de votre rapport? Ils l'ont dévoyé. Et moi, je le vis au plan professionnel comme directeur des services adjoints à la Courneuve. Les conseils citoyens, c'est une gigantesque farce qui porte un discours de défiance des politiques locaux et qui rentre en concurrence avec des expériences locales de la plus mauvaise des manières. Donc c'est l'inverse de ce que vous aviez cherché, à mon sens, dans votre rapport et dans vos idées. Vous le dites d'ailleurs vous-même en disant qu'ils n'ont pas fait ce que vous proposiez vous, mais qu'ils l'ont dévoyé. Par contre, il y a des élus, pas partout, mais il y a des élus locaux, partout, dans plein d'endroits, qui tentent des choses. Et qui, parfois, plus ou moins correctement, avec plus ou moins, en allant plus ou moins loin, qui tentent de redonner des espaces, de redonner du pouvoir, voire même de redonner des moyens, avec des budgets participatifs, etc. Et tout. Et moi, je vis dans des endroits, entre Nanterre et la Courneuve, où il y a des élus qui valent ce qu'ils valent, mais qui travaillent ces questions-là. Et donc je pense qu'on ne peut pas opposer cela avec les habitants, les citoyens des quartiers populaires, avec le dynamisme qu'ils ont, parce que se côtoient quand même, moi ça me frappe dans ces quartiers, la désespérance et un certain dynamisme qui continue d'exister dans un tissu de réseaux locaux, d'entraide, associatifs, et qui est peut-être l'élément d'espoir pour avancer demain.
Je vais demander que ce soit court parce que j'ai d'autres gens qui demandent la parole. Anne-Cécile d'abord, puis ensuite. Oui, enfin, j'ai un peu tout ce qui avait déjà été dit, pas trop m'étonner non plus. Moi, je suis donc conseillère économie sociale et familiale et travaillant dans le social, on essaye justement que les personnes puissent exprimer leurs besoins, exprimer leurs ressentis et travailler sur ça. Déjà, je voulais remercier aussi notre maire, notre député d'être là, parce qu'on parle justement d'avoir les citoyens qui puissent s'exprimer, mais de dire aussi aux élus directement ce qu'ils ressentent. Quand on dit la communication, c'est ça aussi, de dire à la bonne personne ce qu'on ressent, traiter les besoins. Sauf qu'il y a aussi un décalage immense, ça me ressenti, entre un député, un président et un gars de cité. Quelle communication peut-il y avoir entre quelqu'un qui n'a jamais, j'espère, et tant mieux pour lui, n'a jamais connu la misère, d'un gamin, enfant d'immigré, voire même immigré lui-même, qui a connu un parcours d'errance, SDF, sans papier, préfecture, police. On demande de prendre la parole pour exprimer un ressenti politique. Je pense qu'on va voir très rapidement quelque chose d'extrême. Du coup, c'est justement comment amener toutes ces personnes, comme on parle de culture, d'origines différentes, de parcours différents, de cuillère en avant dans la bouche à aller au fin fond, et du bouseux de sa campagne qui débarque en région parisienne parce qu'il ne trouve pas de travail. Comment tout ça puisse communiquer, exprimer, parce que c'est bien d'avoir du sage. Il faudrait que tout le monde se comprenne et laisser la place à chacun d'exprimer ce qu'il ressent, pour pouvoir que ça remonte constructif à des personnes qui ne sont même pas conscientes que ces problèmes puissent exister. Voilà. Merci. Hassan. Oui. D'abord, merci à Hélène pour son exposé et sa présence. Deuxièmement, j'ai quelques remarques à adresser dans cet échange. Notre petite dernière question. La première remarque, avis, c'est que je suis très favorable à la notion et au concept tant au niveau historique, on a fait allusion un petit peu après tout ce qui a été dans la communauté noire américaine, le féminisme, mais pas au sens libéral du terme qui existait aussi. Et le caractère aussi polysémique que comporte ce concept, tantôt pouvoir d'agir, tantôt se responsabiliser, tantôt autonomisation, etc. Et donc je pense que ça colle très bien avec le quartier populaire tout court et les aspirations de ces quartiers. Deuxième remarque, je me suis livré un petit exercice dont on sait syntagmatique. J'ai essayé de faire de manière paradigmatique et noter tous les concepts, ce que tu as dit, collé au quartier populaire. Le quartier populaire. Pardon ? Vous pourriez parler français? C'est ce syntagmatique, programmatique, etc. Alors, parler populaire un peu quand même, non? Ce qu'il a dit d'une manière horizontale, je vais le dire d'une manière verticale. Voilà, une échelle. Bien. Alors, sur le quartier populaire, tu avais dit les mots, les concepts qui ont été livrés avec cette notion: discrimination, diversité, lutte, révolte, mobilisation, mouvement social, renouvellement de la démocratie, contre-pouvoir, empowerment, et puis enfin pouvoir d'agir. Je le livre comme ça, je n'ai pas d'idée, peut-être que ça devrait être à réfléchir, en tout cas moi ça m'intéresse après de travailler, mais ce n'est pas anodin que ces concepts-là sont liés au quartier populaire. Troisième remarque, c'est que tout ce qui a été dit, je suis resté un petit peu sur la fin, dans la mesure où comment on peut parler du quartier populaire d'une manière générale, de tout ce que tu proposais, le rapport, etc., et ne pas lier au contexte d'aujourd'hui. Ce n'est pas le propos
ce n'est pas le propos, j'entends bien, mais je pense que c'est une question à creuser, parce que je reste persuadé que ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays est lié d'une manière directe à toutes les réalités et tous ces paradigmes que je viens de citer des quartiers populaires. Mais je pense que c'est un thème aussi, peut-être un jour qu'on le verra ici et qu'on en parlera. Et donc ma petite question, toi Marie-Hélène, c'est quel est ton sentiment pour l'avenir compte tenu de cette réflexion? Gérard, Gilles, je t'ai noté. Ouais, moi d'abord, je voudrais rapidement témoigner du travail qui a été mené et des questions qui ont été posées au moment où la commission Baquet-Meshmach s'est réunie. En gros, les questions qu'on se pose là, qu'a posé Alain, qu'a posé Hassan, etc., on a commencé sur les 6 mois de travail, je pense que presque la moitié, à se poser nous-mêmes ces questions-là, y compris, évidemment, Marie-Hélène complétera et donnera sa vision, mais bon, moi j'ai trouvé ça passionnant parce que ça a été, comme tu le disais, effectivement extrêmement conflictuel dans le bon sens, c'est-à-dire avec des vrais points de vue différents, point de vue associatif, point de vue d'élus, point de vue de fonctionnaires territoriaux qui étaient aussi membres, qui n'a pas nommé tout à l'heure, mais il y avait plusieurs fonctionnaires territoriaux, et donc qui étaient sur des secteurs qui travaillaient sur ces questions-là. Et évidemment, qui étaient confrontés à toutes ces difficultés et à toutes ces questions, y compris d'ailleurs dès le départ, Marie-Hélène comme Mohamed ont évidemment posé leur question existentielle à eux, c'est d'accepter d'être dans un rapport sans se faire trop d'illusions sur d'où ça venait, mais en même temps d'accepter des moyens, d'accepter des possibilités d'aller débattre avec des gens. Et moi, je l'ai pris, en acceptant par exemple, de participer à tout ça, comme une façon aussi de subvertir les choses de l'intérieur. Et on voit bien, parce que ce que nous dit en face aujourd'hui Marie-Hélène sur on n'a pas suivi nos recommandations, etc., elle a été capable de le dire au ministre. Ils ont été capables ils ont été capables d'aller au bout de la démarche et de le porter. Et donc, je trouve que c'est une expérience extrêmement intéressante de la façon dont on peut, à partir d'aspects institutionnels, subvertir. Et c'est aussi la question, des questions qu'on a portées pendant longtemps à Nanterre sur l'intervention populaire, par exemple, les travaux qui ont été faits dans les phases les plus actives des assises pour la ville, au moment des assises jeunesse, par exemple, où une masse importante de Nantériens. C'est-à-dire que l'objectif était bien que des Nantériens, à un moment, on a eu tous les jeunes de Nanterre, parce qu'on est passé par les écoles, etc., une volonté que ça soit une action concrète qui porte cela et qui fasse un modèle original. C'est pas facile, et en même temps, ça rejoint la préoccupation d'Alain. Ça a été possible parce que les élus aussi ont mis ces moyens-là. Et je crois qu'il ne faut pas opposer, parce que finalement, on recherche des choses qui sont proches, on les recherche dans des dimensions différentes. Et moi, je me souviens, par exemple, d'avoir beaucoup porté dans la commission que je n'aimais pas le mot contre-pouvoir, que je pensais qu'il fallait construire. Et aujourd'hui, à la lumière de tout ça, de mon expérience plus contemporaine, etc., et de la façon dont comment Marie-Hélène le présente, je dois dire que ça me tente pas mal. Cette affaire de contre, tout contre, et de contre, qui est finalement ce que tu dis, construire des accords, construire les questions, et quand même, en même temps, donner du pouvoir et de l'autonomie aux gens, c'est quand même pas mal. Alors, derrière, on a une énorme question qui nous guette, sur laquelle moi je viens d'écrire par exemple un papier dans le milieu du sport. C'est cette question communauté, communautarisme, les frontières, clientélisme, volonté de travailler pour les autres, nécessité d'avoir de l'autonomie, parce que ce que disait Marx sur c'est les gens eux-mêmes qui, je ne sais plus la formule, mais c'est les gens eux-mêmes qui se libéreront et qui s'organisent eux-mêmes.
C'est vrai dans la plupart des discriminations. C'est vrai pour la plupart des discriminations. Mais c'est vrai aussi si c'est fait de manière ouverte et si ça construit des proximités avec les autres discriminations de façon à fédérer et à pouvoir avancer ensemble. C'est ça, je crois, d'ailleurs, une des frontières entre le communautarisme qui ferme et les communautés qui travaillent ensemble et qui ouvrent et qui permettent de dépasser ces questions-là. Ça, ce sont les enjeux, et ça correspond assez bien à la préoccupation de lier à ce qui est la réalité actuelle, avec, moi très fermement, je fais la guerre à la guerre. Il faut faire la guerre à la guerre. Il faut faire la guerre à la guerre au niveau international, mais dans les quartiers. Parce que la guerre au niveau international, c'est la guerre dans les quartiers. On disait ça très bien en parlant de toute la proximité qu'il y a dans le rapport de grandes choses qui se passent maintenant à l'échelle mondiale, avec, maintenant il n'y a plus de... le temps est dans l'immédiateté. On le disait à partir de choses humanitaires. Par exemple, je me souviens quand on avait eu le tsunami et qu'on avait eu aussitôt, moi j'ai reçu 4 associations qui voulaient faire des choses sur le tsunami, qui étaient des gens originaires, etc. etc. Mais c'est vrai aussi maintenant sur des questions plus politiques et sur des questions qui, évidemment, amènent à parfois des choses conflictuelles. La question qui est derrière aussi, c'est tout ce qui est autour du clientélisme et donc du contrôle et de la transparence. La transparence, on va mettre un nouveau fonds, un gadget de plus. Est-ce que c'est un fonds qui va singer la démocratie représentative avec des gens qui vont à nouveau être nommés, etc. Bon, bah, qui vont reproduire la même chose. Ça serait une nouvelle façon, lui qu'ils soient élus, ils seront nommés, etc. Ça apporte pas grand-chose. Ou est-ce que c'est des choses, mais bon, Marie-Hélène l'a dit très bien tout à l'heure, il faut que ça se renouvelle, il faut que ça change, il faut que ça... et il faut de la transparence, il faut du contrôle populaire aussi sur les structures qu'on veut mettre en place. Et ça, c'est capital, c'est nouveau. Et à mon avis, c'est pas que simplement la démocratie représentative par rapport à la démocratie participative par rapport à la démocratie représentative, c'est marqué là-dedans, radicaliser la démocratie. C'est la démocratie. C'est la question du projet de société qui passe par ça. Et le projet de société, il passe par la démocratie. Mais quelle démocratie? La démocratie, c'est pas parce que on peut se retrouver aussi avec la démocratie qui donne à la fille Le Pen, là, 51% des voix, mais avec 60% d'abstention. C'est ça la démocratie? Ou c'est justement ce qu'on parlait tout à l'heure, les contre-pouvoirs, les façons de... ça ne se résume pas dans le droit de vote. C'est très important le droit de vote, mais ça ne se résume pas dans le droit de vote. Excusez-moi, que l'unité de cours, j'étais un peu long. À vous, puis après. Juste quelques remarques, des choses qui ont été soulevées, c'était par rapport à votre rapport, donc les candidats des difficultés rencontrées en envoyant ces banlieues. Et donc vous en avez tiré les conséquences, donc il y avait 3 enjeux quand même importants, donc vous avez cité tout à l'heure, la justice sociale et la redistribution, l'enjeu de la reconnaissance et la lutte contre les discriminations. Ma question est donc, une fois que vous avez c'est tout à délier et les conséquences, quels moyens en fait, quels vont être les moyens mis en place est-ce qu'il y a déjà eu quelque chose de fait à ce niveau-là? Et en parlant de démocratie participative, hein, ce que vous disiez tout à l'heure, je pense également qu'il faut également qu'elle soit encadrée, pas que ce soit... vous parliez tout à l'heure de l'exemple au Canada, sur les tables de quartier. Je pense que c'était déjà une bonne piste d'idée justement, pour faire remonter un petit peu les difficultés rencontrées par les citoyens et justement il faudrait qu'il y ait une sorte de table de quartier et qui centralise un petit peu toutes ces doléances et puis justement après les transmettre aux élus. Donc voilà, une piste de recherche. Merci. Gilles. Oui. Moi, dans votre présentation, j'ai assez retrouvé ce que ça fait beaucoup d'objectifs que ce qui était, que ce qui est toujours d'ailleurs le collectif alternatif interien à l'époque du comité sur le PCE, qui avait été un grand moment, je crois, justement d'implication et de participation citoyenne.
conjonction historique des partis, des syndicats, des élus militants, voilà, des gens des quartiers populaires. Aujourd'hui, le citoyen poursuit, prolonge cette philosophie dans ce que vous avez présenté les choses. Moi, je me retrouve assez par rapport à la place du citoyen, de l'habitant. Mon écueil par rapport à cette situation, c'est que dans le même temps, la défiance par rapport aux politiques n'a jamais été aussi forte. Et moi, je suis venu des internes, je le ressentais avant, je le ressens encore aujourd'hui. La défiance est extrêmement forte et effectivement, je rejoins, je ne vais pas trop aller trop loin de ce que ça a été dit. Moi, j'ai lu votre rapport et je trouve que elle est entretenue, cette défiance de votre rapport. Alors, je vais essayer de m'expliquer, je la constate, je la vis, mais je cherche des moyens à retisser ce lien entre citoyens et élus. Et on essaie d'y travailler. C'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de dégâts à tout point de vue. Vous avez parlé des promesses non tenues, mais je crois qu'il y a un autre aspect, c'est l'ensemble des affaires aussi liées aux politiques, avec des symboles très forts. Je pense que celui-là, il est ravageur sur ce qu'on peut essayer de faire. Et évidemment, il a ça. Alors, je prends les de gauche, je vais à droite, évidemment. Voilà. Et cette situation fait que les repères sont complètement brouillés. Ici, on entend que la gauche et la droite, c'est pareil, en fait. C'est pareil. Or, sur le plan des idées, c'est évidemment faux. Sur le plan des idées, sur le plan de l'histoire, c'est évidemment faux. Mais la défiance est tellement forte à l'égard des politiques que voilà, les repères me semblent brouillés. Et cette situation m'interroge sur notre capacité. Sommes-nous pas à rebours, finalement, dans notre recherche, dans notre volonté? Je prends ma part, moi, je suis tout démotivé. Hein. Je suis là ce soir, moi, je fais partie de Gauche Citoyenne, j'ai participé à l'organisation de ce soir, donc je suis motivé, mais j'ai le sentiment, je me demande si nous ne sommes pas à rebours, d'ailleurs, à contrario de ce qui se passe dans d'autres pays, comme en Espagne, pour prendre celui qui est plus, de mon point de vue, en tout cas, une européenne très intéressante, justement, la place des citoyens. En France, est-ce qu'il n'y a pas ce basculement d'une hégémonie culturelle à droite, pour reprendre un terme un peu classique, qui fait qu'on est à contre-courant, on a du mal à... Les gens ne nous croient pas, les gens ne nous croient plus, les gens ne nous écoutent plus, les gens sont sympathiques avec nous parce que je crois qu'ils nous accordent une bienveillance et une sincérité dans notre démarche, mais difficile d'aller au-delà, et quand on regarde les dernières élections, y compris à Nanterre, eh bien, on voit qu'avec la Gauche Citoyenne ou le collectif, et donc ça remonte à 10 ans maintenant qu'on travaille là-dessus, sur les débouchés, c'est pas évident, quoi. Et, même ici, c'est pas évident. Merci. Guy, je pense que c'est la dernière. Voilà, ça sera très court. C'est juste pour terminer sur une note positive. Comme on réussit bien la fête des associations, je trouve que c'est quand même un moment fort d'échange entre les associations et le grand public. On ne pourrait pas faire une fête aux idées à partir de ce qui existe dans d'autres communes, dans d'autres pays. Hein, vous avez parlé des tables de quartier, ça m'intéresse, ça m'interpelle. Il faudrait qu'on voit comment ça se passe. Ça donnerait envie de le faire, d'y participer. Et ce serait un lieu de rencontre entre les élus et les gens qui seraient intéressés directement. Notamment, dans cette foire à idées, il pourrait y avoir je pense à Dijon, le potager collectif, des associations de jeunes qui se mettent à produire et qui donnent leurs fruits et légumes au marché gratuitement, sauf ceux qui veulent, ils payent ce qu'ils veulent. Ça paraît bête, mais il y a une dizaine ou une vingtaine de jeunes qui vivent de ça. Au lieu d'être chômeurs, ils sont en train de se développer. Ils ont leur... Bon, des initiatives comme ça montre qu'on peut être acteur et on peut lutter contre le pessimisme ambiant. Il y a plein d'exemples. Ce serait drôlement bien de pouvoir montrer tous ces exemples. Bien. Simon, tu veux ?
Oui, j'avais juste deux choses à rajouter. Dans l'historique que vous avez donné sur les possibilités que l'État, la classe populaire avait de s'exprimer, parti communiste, réunion syndicale, etc. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une chose qui est quand même très importante qui me semble avoir été oubliée dans ce domaine-là, c'est Facebook, les réseaux sociaux. Je pense qu'aujourd'hui, il circule énormément, et d'ailleurs, ce n'est pas les jeunes qui vont le contredire, l'expression se fait beaucoup par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Il y a des idées, il y a vraiment des buzz qui interviennent, et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas ne pas parler de ces histoires de réseaux sociaux. Ouais, et je ne l'ai pas entendu là, dans ce qui a été dit ce soir. Mais je pense qu'il y a quelque chose qu'il va falloir prendre en compte pour les expressions de demain. Et vous parliez des tables, si vous voulez, qui se passe au Canada. Je pense que les réseaux sociaux sont aujourd'hui en train vraiment de faire quelque chose d'extraordinaire. Merci beaucoup. Eh ben, je ne sais pas comment vous allez répondre à tout ça. Je fais bon courage. Je ne vais pas répondre à tout, mais je vais... oui, bien sûr. Tout d'abord, oui, bien sûr, les quartiers populaires, ils vivent le poids des politiques nationales, des politiques internationales. Aujourd'hui, quand on parle de guerre, d'une histoire coloniale, ils sont le résultat de tout ça. Donc, bien sûr, on ne peut pas les extraire. Et c'est pour ça que j'ai commencé par dire que ce sont des quartiers qui vivent une situation de plus en plus de polarisation, parce que tout simplement les inégalités augmentent en France comme dans le monde occidental, et que c'est effectivement le point de départ. Après, la question, c'est qu'une fois qu'on a fait ce bilan, c'est toute une partie de la discussion autour de ça, c'est comment est-ce qu'on reconstruit autre chose, et comment est-ce qu'on est capable de mobiliser vers un projet de transformation sociale. Voilà, une fois qu'on a dit ça, effectivement. Alors, j'ai pas de défiance de principe vis-à-vis des élus. D'abord, les élus, ils sont très divers, et là, je suis assez proche, d'autres dont je suis très éloignée. Je n'ai pas de problème de défiance. Mais par contre, j'ai un constat. C'est qu'il y a des villes où le conseil municipal est élu avec 17% des habitants. Donc ça c'est un constat. J'ai un autre constat, c'est que peut-être moins au niveau local, mais au niveau national, mais aussi quand même un peu au niveau local, eh bien, les élus ne sont pas représentatifs sociologiquement de la population. Je veux dire, on a une élite aujourd'hui politique qui est de plus en plus professionnalisée. On a des gens qui sont formés à Sciences Po, qui font une carrière politique. Moi, j'en connais. Des jeunes, voilà, ils sont jamais travaillés. Je veux dire, ils sont sortis de Sciences Po et maintenant ils sont dans les cabinets, et après ils vont devenir élus, y compris certains maires. Vous savez que c'est quand même pas le cas de toute une série de villes. Bien sûr, c'est pas le cas de toutes les villes. Qui sont des points d'appui. Je dresse un tableau global, et y compris des gens qui vivent à Nanterre. Il y a aussi d'autres Sciences Po. Ils voient bien qui sont les élus au niveau national. Et ils voient bien que ces élus, ils ne leur parlent pas. Et que ces élus ne les représentent pas. Non seulement ils se sentent trahis, mais en même temps, ils ne se sentent pas reconnus, ils ne se sont pas représentés par ces élus. Donc ça, c'est le point de départ. Donc c'est pas de la défiance, et je ne reprendrai bien sûr pas à mon compte le discours du Front National qui est tous pourri. Voilà, c'est pas le point de départ. Mais par contre, voilà, on a une démocratie représentative qui est en crise. Et il me semble que pour que cette démocratie représentative elle puisse vivre et elle puisse se reconsolider, eh bien, ça ne passe pas par la démocratie représentative, ça passe par le développement d'autres formes de démocratie. Parce qu'effectivement, il faut mobiliser les citoyens. Et qu'aujourd'hui, les citoyens, ils se retrouvent ni à droite ni à gauche. Il y a des jeunes qui ont conduit des listes citoyennes. J'ai fait une campagne d'entretien il y a un an, j'en ai rencontré un paquet. Effectivement, ils disent on n'est ni à droite ni à gauche. Et je comprends la gauche les a trahis, la droite les a trahis. Donc je comprends. Et contrairement y compris des jeunes qui sont élus, par exemple, dans des groupes de droite aujourd'hui, ce sont quelquefois des jeunes qui sont porteurs de valeurs de gauche. Et bien, ils ont fait,
de mon point de vue, ils se sont trompés, mais voilà. Mais ils ont fait cette alliance parce qu'ils pensaient que peut-être que ça allait changer. Et quand j'entends le discours, si on va un peu du côté espagnol, quand j'entends le discours de Podemos, et bien Podemos, ils ne disent pas qu'ils sont à gauche. Iglesias, il dit « je porte des valeurs de gauche ». Parce que la gauche espagnole, eh bien, elle a trahi ses valeurs. Donc je ne me dis pas de gauche, mais par contre, je porte des valeurs de gauche. C'est une stratégie. Non, c'est pas qu'une stratégie. C'est pas qu'une stratégie. C'est qu'aujourd'hui, pour reconstruire du collectif et du projet politique, il faut le faire avec les citoyens, et qu'aujourd'hui, les citoyens, effectivement, eh bien, ils se sentent trahis et par la droite et par la gauche. Alors, il ne s'agit pas du tout de renvoyer la droite et la gauche face à face, parce que pour moi effectivement, ça n'est pas la même chose. J'ai un certain nombre de valeurs, notamment de justice sociale et de démocratie, qui sont sans doute bien loin d'être portées par la droite. Mais voilà, je pense qu'on en est là, et je pense que dans cette situation, il n'y a qu'un moyen, c'est la démocratie, c'est de trouver d'autres formes de démocratie, c'est de faire du débat, conflictuel, et c'est d'aller voir les citoyens. Et par rapport à ta question, effectivement, je suis inquiète dans le contexte actuel. Après les attentats du 13 novembre, je me suis dit, bah, ça y est, ils vont peut-être enfin comprendre que maintenant il faut qu'ils aillent discuter, que c'est l'échec d'une politique. Et qu'est-ce qu'on me répond? Bah non, toi, tes excuses sociologiques, voilà, ça ne sert à rien. Donc, et effectivement, le gouvernement est allé exactement sans un axe. Et il est en train d'aller dans le mur. Voilà. Donc c'est bien pour ça que sur la question de la déchéance, mais aussi sur la question de la prolongation de l'état d'urgence, je pense qu'il y a un vrai problème. Donc par rapport à ça, il n'y a qu'un moyen, je veux dire, c'est l'histoire du mouvement ouvrier, c'est de remobiliser, de reconstruire collectivement avec la diversité de ce qu'on est. Je suis d'accord, et je pense qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, autrement on va tous dans le mur, parce qu'il n'y a pas que le Parti Socialiste au pouvoir qui va dans le mur, on y va tous aussi, parce qu'effectivement les tensions elles sont en train de s'aggraver, parce que les jeunes qui vont faire le djihad, c'est parce que le djihad aujourd'hui, c'est la seule proposition qui apparaît, même si c'est un trou noir et que c'est terrible, et que tant qu'on ne prendra pas ces questions-là à bras-le-corps et qu'on n'en discutera pas collectivement, voilà, je pense qu'effectivement, il n'y a pas d'autre solution. Donc, il n'y a pas de défiance de principe. Il n'y a pas de défiance de principe, mais il y a un constat. Et je pense que ce constat, on peut le faire avec des élus, avec des associations, et que c'est tous ensemble qu'il faut essayer de construire autre chose. Simplement, il faut que je pense que les élus doivent aussi poser la question du pouvoir et la question du partage du pouvoir. Parce qu'on est, y compris dans les municipalités, alors je ne vais pas généraliser, je ne sais pas comment fonctionne particulièrement la municipalité de Nanterre, mais on a quand même un système municipal qui est un système féodal. C'est-à-dire où le maire a tout le pouvoir. C'est la loi. L'institution est faite comme ça. Ça ne veut pas dire que le maire est obligé de rentrer dans ce mais de fait, la loi, et de fait, le maire est responsable. C'est lui qui est responsable. C'est lui qui est responsable. Comment? Il y a une personnalisation. Donc, on a un problème politique dans l'organisation de Gérard, oui. Maintenant, vous savez, on prend vite des rites. Hein. Ça fait que c'est la 4e réunion qu'on fait comme ça. Mais on a déjà pris des rites. En fait, à la fin, juste avant de manger la pizza, et c'est toujours le plus dur parce que tout le monde a envie de manger la pizza, on se laisse discuter. Martine me passe la parole pour parler de la suite. Donc, on va prendre 2 minutes pour que j'essaie de parler de la suite. Et puis, alors, d'autant plus que pour l'instant, une suite programmée, il n'y en a pas. Donc ça va être plus facile à dire. C'est-à-dire que les autres fois, on avait réussi à avoir des dates
une prochaine date, etc. Là, on a des noms que je ne vous donnerai pas parce que je ne veux pas vous décevoir si on n'y arrive pas. Mais on a des noms, mais pour l'instant, on n'a pas des dates. Donc on ne peut pas vous donner ça. Par contre, il y a des organisations et des problèmes qui sont posés, qu'on peut faire bouger les choses. Voilà, j'ai répondu donc un peu à la question de l'avenir. On peut maintenant manger des pizzas et côté. Donc le principe, c'est que vous installez les tables, vous prenez vos chaises et vous mangez.